Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons définir les fonctions de trigonométrie hyperbolique qui sont à votre programme, c'est-à-dire le cosinus hyperbolique, le sinus hyperbolique et la tangente hyperbolique. Nous allons voir que ces fonctions ont des similarités avec les fonctions de trigonométrie sphérique, sinus, cosinus, tangente, mais attention, tout ne sera pas exactement pareil. Donc on commence par la définition des cosinus et sinus hyperboliques. Donc pour un réel x, on définit le cosinus hyperbolique de x comme étant exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et le sinus hyperbolique de x comme étant la différence, donc exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Donc ces deux formules sont assez proches des formules d'Euler. Je rappelle que pour un angle θ, vous avez cosinus θ qui est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2, et sinus θ qui est égal à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Donc on a des choses très proches. Pourquoi le hyperbolique? Eh bien, on expliquera ça en classe. Ensuite, nous allons voir les propriétés principales de ces fonctions. Donc, tout d'abord, la fonction cosinus hyperbolique, c'est une fonction paire, dérivable sur R, et la dérivée du cosinus hyperbolique se trouve être le sinus hyperbolique. Et ensuite, la fonction sinus hyperbolique est impaire dérivable sur R, et la dérivée du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique. Encore une fois, on peut remarquer une certaine proximité avec toutes les formules de trigonométrie sphérique, mais attention, ce ne sont pas non plus les mêmes formules. Donc, il faut faire très attention à ne pas confondre les deux types de résultats. Ensuite, vous avez une formule fondamentale qui s'obtient juste en additionnant les deux définitions. Vous avez que le cosinus hyperbolique plus le sinus hyperbolique, c'est égal à l'exponentielle, à la fonction exponentielle. Et enfin, la formule fondamentale de trigonométrie hyperbolique, eh bien, c'est la formule qui vous donne cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré, et cela fait toujours 1. On va démontrer tous ces résultats, et nous établirons aussi au passage les tableaux de variation des fonctions cosinus et sinus hyperboliques, et nous verrons comment aussi tracer leurs courbes, ou du moins des ébauches. Alors, en fait, tout est assez élémentaire, tout se vérifie immédiatement sur la définition. Donc si je prends un réel x, cosinus hyperbolique de moins x, ça fait exponentielle moins x, plus exponentielle x sur 2, ça fait cosinus hyperbolique de x. Sinus hyperbolique de moins x, on obtient exponentielle moins x, moins exponentielle x sur 2, en factorisant en moins 1, ça fait bien moins sinus hyperbolique de x. Vous avez que le sinus hyperbolique et le cosinus hyperbolique sont dérivables par opération sur les fonctions dérivables. Donc par dérivabilité de la fonction exponentielle, la fonction qui est x donne moins x, et après on fait une combinaison linéaire des deux, enfin on compose x donne moins x par exponentielle, et après on fait des combinaisons linéaires. Et puis ensuite, si je dérive le cosinus hyperbolique, donc je dérive exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, ça fait immédiatement exponentielle x sur 2, donc j'obtiens bien le sinus hyperbolique. Et si je dérive le sinus hyperbolique, donc je dérive exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2, j'obtiens un demi bien sûr, exponentielle x, et le exponentielle moins x devient un moins exponentielle moins x, avec le moins 1 ça fait un plus ici. Donc on obtient bien les deux dérivées croisées ici et là. Et ensuite pour ces deux formules là, elles s'obtiennent de manière évidente. Donc surtout pour la première, que si je somme les deux, j'obtiens bien 1 demi
de exponentielle x plus exponentielle x, exponentielle x. Donc, hop, cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x, ça fait exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 plus exponentielle x moins x sur 2. Donc j'ai simplification des exponentielles moins x et j'obtiens bien exponentielle de x. Et puis pour la dernière formule, on pourrait faire un petit calcul, mais on préfère nettement factoriser. Vous avez une identité remarquable. Alors le mot identité remarquable veut dire identité que vous devez remarquer, hein, pas que vous pouvez remarquer. Donc là j'obtiens cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x, facteur de cosinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x. Ceci c'est exponentielle de x. Et puis ceci par imparité du sinus hyperbolique et parité du cosinus hyperbolique de x, on peut l'écrire cosinus hyperbolique de moins x plus sinus hyperbolique de moins x. Bref, on obtient exponentielle x fois exponentielle de moins x et on obtient bien 1. Alors, tout ceci va nous permettre de tracer d'abord le tableau de variation des fonctions sinus et cosinus hyperboliques. Puis ensuite, on verra comment obtenir, comment ébaucher leur graphe. Donc là, je vais mettre x moins l'infini. On va voir qu'il y a un point d'intérêt en 0 plus l'infini. On va déjà partir de la définition du cosinus hyperbolique. Le cosinus hyperbolique de x, 1 demi de exponentielle x plus exponentielle moins x. Donc c'est toujours strictement positif. Le cosinus hyperbolique de x est le cosinus hyperbolique étant la dérivée du sinus hyperbolique, on obtient que le sinus hyperbolique est strictement croissant. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir son signe. Et on peut remarquer que en tant que fonction impaire, ceci s'annule en 0. Donc on obtient le signe du sinus hyperbolique. Négatif à gauche de 0, positif à droite de 0. Et donc on obtient le sens de variation de la fonction cosinus hyperbolique. Donc ici, décroissant sur R moins strictement, croissant strictement sur R plus, minimum en 0 qui vaut 1. Les limites, eh bien pour les limites, c'est très simple. On peut regarder cosinus hyperbolique de x, donc exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, en fait, il n'y a pas de forme indéterminée. On a immédiatement limite en plus l'infini qui vaut plus l'infini. Par parité en moins l'infini, on a limite qui vaut plus l'infini. Et puis pour le sinus hyperbolique de x, on a exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. En plus l'infini, on obtient plus l'infini moins 0 sur 2, ça fait plus l'infini. Et par imparité en moins l'infini, on obtient une limite qui vaut moins l'infini. Donc on a immédiatement le tableau de variation. Donc on peut tracer les deux courbes du cosinus et du sinus hyperbolique. Donc là on va mettre 1, 0 ici, hop. Le cosinus hyperbolique, quelque chose de pair qui s'annule en 1. On a bien une tangente horizontale au point d'abscisse 0. Et pour placer le sinus hyperbolique de x, ce que l'on peut remarquer, c'est que cosinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x, eh bien, on a fait le calcul ici, c'est exponentielle de moins x. Donc d'une part, c'est toujours strictement positif, et d'autre part, cela tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc la courbe du sinus hyperbolique est toujours en dessous de celle du cosinus hyperbolique. Et par contre, les deux courbes se rapprochent au voisinage de plus l'infini.
Donc pour tracer correctement le sinus hyperbolique, je vais juste placer la tangente en 0. On obtient valeur en 0, 0, dérivée en 0, 1. Et on obtient quelque chose comme ça, on le justifiera un peu après. Alors ce que vous pouvez voir, c'est que la courbe du sinus hyperbolique traverse sa tangente en 0. Et ensuite, les deux se rapprochent comme ça. On a quelque chose d'invers. Donc là, on a le sinus hyperbolique. Donc, vous devez savoir établir ce genre de position relative entre une courbe et une tangente. Je vous laisse réfléchir à comment faire ceci. Vous pouvez mettre en pause vous pouvez mettre la vidéo en pause. Pardon. Donc si vous reprenez, comment faire ceci? Eh bien vous étudiez juste la fonction qui à x donne sinus hyperbolique de x moins 1. Vous dressez, ou moins x, pardon. Oulala, moins x. Vous dressez, vous voulez obtenir son signe, vous l'étudiez en tant que fonction, vous dérivez, sens de variation s'annule en 0, et vous obtenez que cette fonction est négative à gauche de 0, positive à droite de 0. C'est très élémentaire, on a déjà fait comme ça ensemble. Donc voilà pour ce que vous devez savoir sur le sinus et le cosinus hyperbolique. Une remarque quand même, ça c'est quelque chose d'utile, on va dire que c'est de la culture. Le cosinus hyperbolique de x, c'est 1 demi de exponentielle x plus 1 sur exponentielle x. Et vous avez une formule, une inégalité plutôt, qui est que si u est un réel strictement positif, vous pouvez minorer u plus 1 sur u par 2, avec en plus égalité, si et seulement si u égale 1. On peut montrer cette inégalité de tout plein de manières différentes. En fait, on vient de la démontrer d'un certain point de vue. Et alors, elle n'est pas forcément à savoir par cœur, mais elle est quand même assez utile. Et disons que vous pourrez l'utiliser de temps en temps. Alors, on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur les fonctions sinus et cosinus hyperboliques. Et on va définir la fonction tangente hyperbolique comme le rapport des deux. Ce que l'on peut voir, c'est que le cosinus hyperbolique est toujours strictement positif. Donc pour la tangente hyperbolique, il n'y a pas de problème de définition. Donc une définition. Si je prends un réel x, je définis la tangente hyperbolique de x comme étant le sinus hyperbolique de x sur le cosinus hyperbolique de x. Et on peut en donner tout plein d'écritures. Donc en simplifiant le 2 qui arrive dans la définition, on peut l'écrire exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Parfois, on a très envie de multiplier numérateur et dénominateur par exponentielle x. Donc on peut l'écrire exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1. Et puis parfois, on a envie de multiplier numérateur et dénominateur par exponentielle de moins x. Donc on obtient 1 moins exponentielle moins 2x sur 1 plus exponentielle moins 2x. Toutes ces écritures sont utiles. Il faut peut-être mieux retenir la définition avec le quotient du sinus hyperbolique sur le cosinus hyperbolique. On a quelques propriétés sympathiques, très simples. Donc la fonction tangente hyperbolique, cette fonction est impaire. Elle est dérivable sur R tout entier. Et si x est un réel, la dérivée de la tangente hyperbolique en x, vous avez, comme pour la tangente
deux formules aussi utiles les unes que les autres. Donc vous avez 1 moins tangente hyperbolique au carré en x, c'est aussi égal à 1 sur le carré du cosinus hyperbolique de x. Notamment, eh bien, la tangente hyperbolique est toujours à valeur entre moins 1 et 1, ce qui se voit immédiatement par cette relation. On peut démontrer tout ça. Maintenant, c'est assez élémentaire. Il y a juste à revenir à la définition. Donc, tangente hyperbolique de moins x, on l'écrit sinus hyperbolique de moins x sur cosinus hyperbolique de moins x. Eh bien, c'est bien, on a un moins qui sort au numérateur, mais pas au dénominateur. Donc, moins sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x. Donc, ça, c'est pour l'imparité. Pour la dérivabilité, on a que la tangente hyperbolique est dérivable comme quotient de fonction dont le dénominateur ne s'annule pas. Et puis ensuite, si x est réel, on dérive comme un quotient. Donc on dérive sinus sur cosinus, on dérive le sinus, ça fait cosinus fois cosinus, cosinus au carré, moins on dérive le cosinus, ici en hyperbolique, ça fait moins sinus hyperbolique au carré sur le carré du cosinus hyperbolique. Et donc, d'une part, avec la formule fondamentale cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré, ça nous fait 1 sur cosinus hyperbolique au carré. Et d'autre part, en écrivant cosinus hyperbolique au carré sur cosinus hyperbolique au carré, ça fait 1, moins le carré du sinus hyperbolique sur le cosinus hyperbolique, donc ça fait tangente hyperbolique au carré de x. Donc, ceci nous donne que la tangente, que 1 moins tangente hyperbolique au carré est strictement positif. Ça veut dire que tangente hyperbolique au carré est strictement plus petit que 1, ce qui donne bien que tangente hyperbolique est compris entre moins 1 et 1. On peut aussi retrouver ceci par l'encadrement que nous avons vu. Nous avons vu que le sinus hyperbolique plus le cosinus hyperbolique, c'est toujours strictement positif, c'est l'exponentielle, et sinus hyperbolique moins cosinus hyperbolique, c'est moins exponentielle moins x, c'est toujours strictement négatif. Donc on a toujours moins cosinus hyperbolique, strictement plus petit que sinus hyperbolique, strictement plus petit que cosinus hyperbolique. Bref, ça nous donne bien que la fonction tangente hyperbolique est à valeur dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. Alors attention, je ne dis pas tangente hyperbolique appartient à moins 1, 1. Ici, les symboles de comparaison indiquent des symboles de comparaison de fonctions. Donc là, je dis que la fonction moins cosinus hyperbolique est toujours strictement en dessous de la fonction sinus hyperbolique. C'est ce que ça veut dire. Donc voilà pour les valeurs. Pour le tableau de variation, c'est immédiat. Donc on a, si je mets x, tangente hyperbolique de x, moins l'infini plus l'infini, on a croissance stricte, vu que la dérivée est strictement positive. Et limitant plus l'infini, on peut revenir à cette écriture-là, en plus l'infini. Donc dans cette écriture-là, en plus l'infini, on voit immédiatement qu'on a une limite qui vaut 1. Donc on a une limite qui vaut 1 ici et moins 1 par imparité. Voilà. Donc on peut ébaucher très facilement la courbe de la fonction tangente hyperbolique. Je mets 1, je vais mettre 1 ici, moins 1 là, moins 1 là. Je place les asymptotes horizontales. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de positionner la tangente
en les points intéressants, ici au point d'abscisse 0. La dérivée de la tangente hyperbolique en 0 vaut 1. Vous lisez dans la formule de dérivée, je vous laisse regarder. Tangente hyperbolique en 0 vaut 0. Donc, hop, on a une tangente sur la droite d'équation y égale x. Et puis, si vous étudiez le signe de tangente hyperbolique de x moins x, ce que je vous encourage à faire, vous dérivez une fois, vous obtenez immédiatement le tableau de le signe de la dérivée, ça vous donne les variations, et ensuite, vu que vous avez annulation en 0, vous avez immédiatement la position. On pourra le refaire en classe, ça si vous voulez. Vous obtenez quelque chose comme ça. Donc positif, la courbe de la tangente hyperbolique est au-dessus de sa tangente en 0, à gauche de 0, et en dessous, à droite de 0. Donc vous avez quelque chose d'impair, qui tend vers moins 1 en moins l'infini, qui tend vers plus 1 en plus l'infini, et de strictement croissant. Donc c'est une courbe assez particulière qui fait que c'est une fonction assez utile, la tangente hyperbolique. On la retrouvera. Donc voilà tout ce que vous avez à savoir sur les fonctions de trigonométrie hyperbolique. Il y a des choses que vous pouvez deviner immédiatement. Par exemple, les limites de ces taux d'accroissement là, sinus hyperbolique de x sur x et tangente hyperbolique de x sur x. Pour le cosinus hyperbolique, vous pouvez l'écrire, mais elle est un peu moins utile, on la complétera surtout au second semestre. Donc je vous laisse donner les limites, et puis en mettant en pause la vidéo. Si vous reprenez la vidéo, on voit ceci comme sinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de 0 sur x moins 0. Pardon, ce sont les limites lorsque x tend vers 0, bien sûr. Donc taux d'accroissement en 0 qui tend vers le nombre dérivé du sinus hyperbolique en 0, c'est-à-dire le cosinus hyperbolique de 0, 1. Pareil pour la tangente hyperbolique en 0. Tangente hyperbolique de x sur x, lorsque x tend vers 0, tend vers le nombre dérivé de la tangente hyperbolique en 0, c'est-à-dire 1 moins tangente hyperbolique carré en 0, c'est-à-dire 1. Alors, il y a des choses à ne pas savoir, ou plutôt qui ne sont pas au programme. Ce sont par exemple les formules d'addition de trigonométrie hyperbolique. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas utiles, c'est plutôt que en devoir, si on vous demande de les utiliser, soit on vous les redonnera, soit on vous les donnera et demandera de les démontrer. Et elles se font élémentairement. Je vous laisse les retrouver dans le poly et essayer de les redémontrer si cela vous intéresse. Et enfin, pour finir cette vidéo, nous avons vu que l'exponentielle se décompose comme somme du cosinus hyperbolique qui est pair et du sinus hyperbolique qui est impair. Et ceci est quelque chose de général. Donc on peut le faire pour toutes les fonctions qui sont définies, bien entendu, sur un intervalle centré. Donc on va avoir un théorème qui va aussi nous donner une définition. Donc je prends A, une partie de R centrée. Donc soit A inclus dans R centré, ça veut dire que pour tout x dans A, moins x appartient à A. Je prends f, une fonction réelle définie sur R. Alors, il existe, on montre qu'il existe un unique couple GH tel que 1 G, qui est une fonction qui va de A dans R, est pair. H, qui est une fonction qui va de A dans R, est impair. Et enfin, F est la somme de G et de H. Alors, c'est la première fois que l'on voit une telle propriété, donc on va en parler un petit peu.
Déjà, quand je dis il existe un unique couple, vu qu'il y a unicité, je peux les nommer en fonction de f. Donc je vais dire que G c'est la partie paire de f, et puis H est la partie impaire de f. Alors attention, dans cette définition, les deux vont bien ensemble. C'est le couple GH sur lequel on travaille. Donc, on a G qui ne va jamais sans H. Un G est défini simultanément avec H ici. On va démontrer ce théorème, c'est surtout la méthode de démonstration qui sera intéressante et importante pour nous. Maintenant, on aurait pu en fait commencer cette vidéo en énonçant et en démontrant ce théorème et en disant on définit le cosinus hyperbolique comme la partie paire de la fonction exponentielle et le sinus hyperbolique comme étant la partie impaire de la fonction exponentielle, et dans ce cas on a automatiquement les trois propriétés, cosinus hyperbolique plus sinus hyperbolique égale exponentielle, cosinus hyperbolique paire, sinus hyperbolique impair. Alors, nous allons démontrer ce théorème. Et la méthode de démonstration que nous allons mettre en œuvre sera une méthode fondamentale cette année. Nous allons très souvent démontrer ce genre de propriété. Montrer qu'il existe un unique objet qui vérifie une certaine propriété. Alors, il y aura des fois où vous aurez des idées a priori sur comment procéder, mais sinon, il y a une méthode assez universelle qui permet, on va dire, d'attaquer ce type de questions. C'est ce que l'on appelle un raisonnement par analyse-synthèse. Donc, très proche, c'est le même raisonnement en fait, que le raisonnement par conditions nécessaires et conditions suffisantes que vous avez peut-être mené au lycée. Quelle est l'idée du raisonnement par analyse-synthèse? Eh bien, on va d'abord supposer que l'on a deux objets qui conviennent et en déduire toutes les informations que l'on a nécessairement sur ces deux objets. L'objectif est d'obtenir tellement d'informations qu'il n'y a plus qu'un candidat sur ces objets. Donc ce raisonnement par analyse, c'est ce qu'on appelle aussi un raisonnement par condition nécessaire. Donc on commence toujours par dire soit G et H, deux fonctions qui vont de A dans R, respectivement pair et impair, tel que f égale G plus H. Et là, le but du jeu, dans une phase d'analyse, c'est d'obtenir G et H en fonction de f ou de tout autre objet, on va dire, qui est fixé. Comment faire? Eh bien, on peut déjà écrire, donc si j'ai un réel x, f de x, je peux l'écrire g de x plus h de x. Ça, c'est cette ligne-là qui nous dit ceci. Et puis après, il faut trouver quelque chose à raconter vis-à-vis de la parité et de l'imparité. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez y réfléchir quelques secondes. Si vous reprenez, comment faire jouer la parité et l'imparité? Eh bien, en évaluant f en moins x. F de moins x par part, donc c'est g de moins x plus h de moins x. Donc par parité de g, c'est g de x. Et par imparité de h, c'est moins h de x. Donc là, c'est une situation très typique. J'ai ces deux lignes-là. Il faut savoir retrouver facilement g. Donc, pour retrouver facilement g, je fais la demi-somme, c'est-à-dire la moyenne de ces deux lignes.
Et j'obtiens donc, quand je fais la somme, les h se simplifient, et j'obtiens g de x, qui est égal à 1 demi de f de x plus f de moins x. Et on peut, pour obtenir h, c'est la même chose, mais avec la demi-différence. Donc si je fais la différence, j'ai les g qui se simplifient, et quand je fais la demi-différence, j'obtiens h de x égale 1 demi de f de x moins f de moins x. Et là, on a trouvé g et h. C'est-à-dire que si g et h existent, ce sont nécessairement ces deux fonctions-là. Donc on a terminé la phase d'analyse. Une remarque, cela nous donne forcément l'unicité que j'avais annoncée. Donc si vous ne voyez pas pourquoi est-ce qu'on a l'unicité, on en reparlera en classe. C'est un point très important à comprendre. Une fois qu'on a fini la phase d'analyse, on peut procéder à la phase de synthèse. Pour la phase de synthèse, j'ai forcément, si les objets sans solution sont forcément ceux-là, mais on n'a pas démontré que G et H sont solutions. C'est ce que l'on va faire. Donc on pose G, la fonction qui va de A dans R, et qui a x donne f de x plus f de moins x sur 2, et h, la fonction qui va de A dans R, et qui a x donne f de x moins f de moins x sur 2. Et on vérifie que G et H satisfont aux données du problème, ici. Donc c'est ce qu'on appelle un raisonnement par condition suffisante. Hein, on montre qu'il est suffisant de poser G et H comme ça pour satisfaire le problème, c'est-à-dire que l'on exhibe de solutions en fait. On montre l'existence annoncée précédemment en exhibant de solutions. Donc ça c'est élémentaire, c'est la même chose que ce qu'on a fait quand on a étudié sinus et cosinus hyperboliques. Donc on vérifie. Alors est-ce qu'il faut le faire? C'est vraiment très simple. Donc si ce n'est pas clair, faites-le. Sinon on peut juste dire que on vérifie que G est pair. Il y aura toujours dans ce genre de raisonnement 3 choses à faire. Un pour un terme, l'autre pour l'autre terme et la somme. Donc on vérifie que H est impair. Ça se fait comme pour le cosinus et le sinus hyperbolique. Et on vérifie aussi que f égale G plus H. Et ça c'est immédiat avec cette définition. Donc avec le raisonnement par analyse, on avait d'où l'unicité. Et avec la phase de synthèse, on a d'où l'existence. Et ce que l'on a en plus, c'est que l'on a une formule pour ces parties paires et impaires, qui n'est pas forcément à retenir tout de suite, mais il faut au moins savoir refaire ce raisonnement dans un cas concret. C'est-à-dire si je vous donne une fonction, me donner, éventuellement savoir refaire ça, et donner les formes des parties paires et impaires, tout comme nous l'avons fait pour les fonctions sinus et cosinus hyperboliques. Voilà pour cette vidéo. Nous avons terminé ce chapitre. Dans le chapitre suivant, nous allons nous attacher à donner des outils de calcul algébrique.